Salut, c'est Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, on va parler d'éducation, du régime de Vichy et de Super Mario. On mesure le degré d'avancement d'une civilisation au sort qu'elle réserve à ses exclus, disait Paul Valéry. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de civilisation, la notion de civilisation et de société. Avant toute chose, pour ceux qui découvriraient cette chaîne avec cette vidéo, je vous invite à mettre cette vidéo-là sur pause et à aller regarder d'autres vidéos, notamment toutes celles où on parle des notions d'antitélie, de faire un plus avec un moins, et la notion d'espace de respiration idéologique. À mon avis, ce sont trois notions qui peuvent vous permettre de davantage apprécier cette vidéo. Après, vous êtes sur Internet, vous faites bien ce que vous voulez, évidemment. Donc, j'avais envie de vous faire cette vidéo depuis longtemps à propos de la notion de civilisation et de société, parce que souvent, ce sont des notions qu'on accepte sans réellement les réfléchir, simplement parce qu'on baigne dedans depuis toujours, et qu'à un moment donné, les réfléchir et les remettre en question demande déjà de se poser un petit peu. Et moi, quand je me suis posé pour réfléchir, je suis allé naturellement chercher les définitions de la notion de civilisation et de société. Alors, je vous donne une partie de ce que j'ai trouvé et qui me semblait intéressant. Alors, civilisation fait pour un peuple de quitter une condition primitive, un état de nature, pour progresser dans le domaine des mœurs, des connaissances et des idées. J'ai aussi retenu cette définition-là. État plus ou moins stable d'une société qui, ayant quitté l'état de nature, a acquis un haut niveau de développement. Donc là déjà c'est intéressant parce qu'on a déjà d'emblée une dichotomie entre l'idée d'un état de nature et l'idée d'une société organisée. Ça rejoint d'ailleurs en partie la mystique chrétienne, puisque dans la mystique chrétienne, l'état de nature, c'est l'état de l'homme avant qu'il ne soit touché par la grâce, avant qu'il ait la possibilité de rédemption. Donc c'est intéressant parce que c'est un mythe partagé, à la fois par une pensée pro-civilisation et aussi par une pensée religieuse. Il y a une mythologie en commun. Donc, si jamais on réfléchit un petit peu, donc l'état de nature, c'est censé être l'état dans lequel Francis peut tyranniser comme ça Raoul et Roger, sans que ceci n'ait absolument rien à dire. Mais Raoul et Roger, ils n'ont rien dit, ils l'ont laissé faire. Ils ont dit que... non, ils ont rien dit. C'est simplement en fait la loi du plus fort. Donc après, en général, on a un ordre qui s'installe, un ordre bien installé, souvent avec une espèce de justification divine ou théologique ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, quelque chose qui soit assez compliqué pour que le Pékin moyen commence à se dire « Oh là 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 là, c'est trop compliqué pour moi, ça me dépasse, il y a tout un ordre divin, cosmique au-dessus de moi », et qui se mette petit à petit à renoncer à sa capacité de penser la vie et l'existence directement. Pourquoi, chef vénéré? C'est la volonté des dieux, et je veux qu'en aucun cas vous ne vous mêliez de cette histoire. Donc tous ces mythes vont être sélectionnés en termes de théorie de l'évolution, parce que quand un groupe d'individus adhère à des mythes, ils peuvent faire ensemble une action coordonnée, parce que si jamais je laisse ma capacité de penser à un chef, le chef il a sous ses ordres des centaines de gens, donc il peut amener une quantité gigantesque d'énergie dans une seule direction, donc ça donne un avantage énorme par rapport à des peuplades qui en sont encore à contester l'autorité du chef, etc. Parce que quand l'autorité du chef ne vient que de la force, tu peux toujours dire non je suis pas d'accord, etc. On se fout sur la gueule, alors que quand ça vient de là-haut, avec les cieux qui s'écartent, on dit juste oui et on y va, donc c'est un avantage assez énorme. Typiquement, quand vous avez par exemple aux États-Unis, à Charlottesville, là, les mecs qui se foutent sur la gueule, en fait, on a des affrontements de mythes. On a deux camps avec des mythologies différentes. Et comme chacun se rend pas compte que son mythe n'est qu'un mythe et pense que c'est vrai, du coup, il se fout sur la gueule. Si vous regardez bien, on est dans une opposition entre progressistes et traditionnalistes conservateurs. Et les médias d'ailleurs adorent proposer comme grille de lecture quasi unique cette espèce d'affrontement entre il faut changer, il faut rester comme on est, et ça se fout sur la gueule entre les traditions passées et du modernisme. Or il existe au moins une troisième voie, et c'est cette troisième voie dont on va parler et que je vous invite à explorer dans Hypnomachie. Parce que entre progressistes et conservateurs, il y a une troisième option. Et c'est aussi une parfaite illustration de ce que René Girard, c'est le conseil de lecture de la vidéo, appelle le désir mimétique. On en avait déjà parlé dans la vidéo sur le sacrifice. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas René Girard, je vous recommande de commencer par le livre que je conseille dans la vidéo, Comment sacrifier son prochain. Celui-ci est plutôt bien à lire après, comme une espèce d'approfondissement. De toute façon, je vous en reparlerai dans une vidéo ultérieure. Voilà.
Donc bref, nous sommes conditionnés à croire, nous sommes des machines à croire, hein, et ce malgré ce que peuvent dire par exemple certains zététiciens quand ils disent non, 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 moi je ne crois pas, je ne fais que suspendre mon jugement, etc. Oui d'accord, mais justement en termes de neurosciences, on sait qu'on ne peut pas s'empêcher de croire, c'est-à-dire qu'on croit, et ensuite dans un deuxième temps, on essaye d'inhiber notre croyance, ce qui veut bien dire qu'on croit quand même. Au besoin, on croit ne pas croire, mais il y a vraiment quelque chose là qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un endroit où on ne peut pas s'empêcher de croire, à part dans certains états de pleine conscience et de présence à l'ici et maintenant, où il y a le silence mental. Voilà. Un des points qui va considérablement faciliter la mise en transe du cerveau, c'est notre relation avec la famille. Hein. Ce qu'on peut retrouver, ce que les psys appellent le transfert en fait. Hein. Le transfert, ça va être comment est-ce qu'on remet en scène le rapport qu'on avait avec papa ou maman. C'est pour ça que les psys reviennent encore et encore à papa et maman. Parce que selon les rapports initiaux qu'on a avec papa ou maman, et ben justement certains déclencheurs vont tout de suite réenclencher une tranche chez l'individu. Donc à partir de là, ça devient très facile de les mettre en transe, de nous mettre en transe. Donc plus on est conscient justement de ce qui s'est joué avec notre papa et notre maman, plus on a de chances de pouvoir identifier les choses qui peuvent nous faire repartir en transe. Parce que pour le petit enfant qu'on était, on a tous vécu des situations extrêmement anxiogènes dans lesquelles on a été confronté au chaos. Et la transhypnotique a été un moyen de survivre face au chaos. Seule la violence et la terreur feront régner l'ordre. Donc plus on est conscient du chaos qu'on a vécu quand on était gamin, plus on est capable, aujourd'hui dans le présent, de résister à la transe. Vous avez deux hypnotiseurs, Spanos et Barber, qui disent que l'hypnose, c'est du jeu de rôle et de la psychologie sociale. En gros, c'est-à-dire qu'ils résument l'hypnose à une espèce d'immense, comme ça, fiction collective. Ça rejoint un petit peu Georges Devereux, on avait parlé dans la précédente vidéo, sur les rôles sociaux, les rôles du chaman, et comment la folie et les trans ne seraient qu'en fait une forme de construit social. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette vision des choses, mais elle a le mérite d'exister et d'ouvrir la réflexion. Donc, ces schémas familiaux initiaux qui ont façonné notre psychisme ont créé autant de leviers hypnotiques qu'il est important, dans le cadre d'hypnomachie, de connaître et d'identifier. Sinon, on est à la merci du premier hypnotiseur venu. Vous avez par exemple des hommes politiques qui adorent et qui n'ont de cesse que d'utiliser ces leviers-là en se présentant comme des espèces de papas rassurants. Vous aviez par exemple un homme politique belge, Michel Dardenne, qui se faisait ni plus ni moins appeler papa. Ils vont tous venir embrasser papa. Papa ne triche jamais. Papa. C'est-à-dire, c'est dire s'il assumait la transe jusqu'au bout, de la même façon dans l'église catholique, quand on dit mon père, etc. On est dans les mêmes types, c'est ce qu'on appelle une transe hypnotique de régression en âge. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, notre cerveau fonctionne comme le cerveau d'un enfant qui a été traumatisé et qui est manipulé via les leviers, consciemment ou non, il n'y a pas de problème, il y a plein de gens qui font ça sous le seuil de conscience. D'un certain point de vue, c'est pas gravissime, mais c'est important dans une démarche d'hypnomachie de le conscientiser, tous ces leviers-là, ne serait-ce que pour plus être dupe et dire oui en connaissance de cause. Parce que tant qu'on est coincé dans son transfert, il y a le risque qu'on parte ou alors dans un effet de compliance, c'est-à-dire qu'on va dire oui, oui, oui à ce que dit la figure d'autorité sur laquelle on a projeté notre papa ou notre maman. Et il y a aussi le risque qu'on soit dans une espèce d'opposition, comme ça, un petit peu comme vous avez certains social justice warriors ou des gens qui descendent à la rue en manifestant en disant non. Mais pourquoi vous nous mettez des chaînes? Pour que vous ne puissiez pas vous soustraire au travail. Le roi attend beaucoup de vous et vous lui devez obéissance. Vous êtes ses sujets et nous vous apprendrons à devenir fidèles. Enfin, nous sommes des hommes libres. Vous nous avez pas demandé notre avis, moi. Je proteste. Ceux qui protestent subiront tous le même sort, compris? Et une espèce d'opposition où en fait on va non pas s'opposer à ce qui est dit, mais s'opposer en fait au mauvais papa, à la mauvaise maman qu'on a projeté sur l'autre. En tout cas, on n'est plus dans le réel, on n'est plus dans l'ici et maintenant, on n'est plus avec les vrais gens. On est dans une espèce de maelstrom hypnotique comme ça, de trucs transférentiels, qui entraîne aussi au passage des contre-transferts, mais on verra ça dans une autre vidéo. Et cette force comme ça d'opposition, elle peut être gigantesque, on appelle ça la réactance, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est le fait, quand on voit un conditionnement hypnotique qui veut arriver, c'est dire non, 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 et en fait on s'oppose tellement qu'on finit par re-rentrer quand même dans un lien hypnotique avec la personne qui veut essayer. Vous aviez ça par exemple sous le régime de Vichy, vous savez d'où vient la non-assistance à personne en danger. J'ai appris l'autre jour comme ça que ça venait du régime de Vichy. C'est une loi qu'ils avaient passée parce que les résistants refusaient d'aider les Allemands, etc. Quand il y avait un soldat allemand qui était là en train de pisser le sang, les mecs le laissaient crever, etc. Parce que c'est l'envahisseur. Donc on était vraiment dans les formes de réactance. Je ne suis pas en train de soutenir le régime de Vichy, pas de problème avec ça. Mais je dis que c'est intéressant parce que des fois,
quand on a comme ça un truc hypnotique qui vient, et ben on peut avoir cette espèce de rejet. Et le rejet, tout comme l'acceptation, sont deux formes de soumission. Vous avez Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, qui disait « Ne laissez jamais à personne le pouvoir de vous rebeller ou de vous soumettre. C'est bien si ces deux réponses sont les deux faces de la même pièce. » Vous aviez Georges Bernard Shaw qui disait justement par rapport à cette dichotomie entre soumission et rébellion, qui disait « La seule véritable peur qui puisse affecter l'autorité officielle n'est pas celle générée par les gens qui vont lui résister, mais bien par ceux qui vont l'ignorer. » Vous aviez Belgaric qui disait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un espace de respiration entre l'opposition et la compliance. C'est cet espace de respiration-là où on est bien connecté avec soi, et on n'est ni dans le oui à l'autre, ni dans le non contre l'autre, mais simplement on est entre soi et soi, posé dans sa verticalité. Donc, que ce soit par le biais de la famille, que ce soit par le biais de la nation, par le biais des religions, des différentes idéologies, en fait, on est cerné de mythes et de mythologie. Tu déchaîneras contre toi la colère des dieux. Et la mythologie, c'est un très 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 bon moyen de faire régresser le psychisme des individus à un niveau infantile. Ça n'est ni bien ni mal, simplement il y a une régression, on appelle ça une transhypnotique de régression en âge. Et c'est une très bonne façon de pouvoir délivrer des inductions hypnotiques et des injonctions hypnotiques dans le psychisme des individus. C'est assez classique par exemple en franc-maçonnerie. En franc-maçonnerie, vous commencez avec des symboles, qui vous amènent déjà dans un certain état psychique, et à chaque grade où vous montez, on vous donne de nouveaux mythes, qui sont autant d'injonctions et d'inductions hypnotiques, qui à terme façonnent votre psychisme sous votre seuil de conscience. Mais c'est exactement ce qu'on fait quand on va chez un hypnothérapeute. Sauf que chez l'hypnothérapeute, il vous fait l'induction parce que vous avez envie d'arrêter de fumer, alors qu'en franc-maçonnerie, on vous fait l'induction, etc. parce qu'on vous amène le psychisme conformément à tel doxa, ou dans d'autres systèmes basés sur des mythologies en fait. Donc à terme, on a notre psychisme qui change, et ce, sous notre seuil de conscience, si on n'est pas formé à l'hypnomagie. Vous avez donc des mythes plutôt paternels et des mythes plutôt maternels. Dans les deux cas, l'idée de ces mythes, c'est de protéger l'enfant intérieur contre la prise de conscience qu'à un endroit, aujourd'hui c'est fini. On est grand, on est adulte, il n'y a plus de parents, ou en tout cas il n'y a plus de parents attitrés, il n'y a plus le qui est là pour nous faire régresser. Grandir, c'est accepter qu'il n'y a plus de parents. Mais comme c'est très difficile pour l'enfant intérieur, souvent l'enfant intérieur préfère se raccrocher à des mythes à l'extérieur de lui, plutôt que de se créer un vrai parent intérieur, que ce soit papa ou maman. Par exemple, dans les mythes paternels, vous avez le mythe de la justice. Ça rejoint la vidéo sur la justice patriarcale, dont on avait déjà parlé. Et vous avez ce mythe comme ça, que les méchants seront... déjà qu'il y a des méchants, et qu'en plus, ensuite, les méchants seront attrapés, que justice sera faite, etc. J'ai toujours eu confiance en la justice de mon pays. On est dans la mythologie. Tous les jours, aujourd'hui, on voit que ça marche pas comme ça, que le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais ce mythe qu'on est protégé par l'État, par Emmanuel Macron, etc., qui au passage doit avoir, je crois 2 ou 3 ans de plus que moi, etc. Putain, tu parles d'un daron, quoi. Alors, pour ceux qui ont 50 ans, j'imagine même pas. Et en fait, ces mythes aident à ne pas vivre l'enfant intérieur qui fait « Ah, il n'y a plus papa !» Sauf que justement, une fois qu'on a vécu et qu'on a reconnu à l'intérieur de soi qu'il y a l'enfant qui fait « Ah, il n'y a plus papa !» on a le choix entre justement essayez-vous d'oublier ça. Donc là, on va prendre un mythe et puis devenir un bon dévot, un bon fidèle d'un mythe. Par exemple, la France, une forme de mythe qui fédère des gens. Ou alors on peut rentrer en rébellion. Alors la rébellion, c'est ce qui va se passer du côté justement de la franc-maçonnerie, des sectes plus ou moins lucifériennes, etc. Je parle pas de théorie du complot, de machin. Ce que je veux dire par là, c'est je parle des gens qui disent « Ah, Dieu est mort, il n'y a pas de surmoi, donc tout est permis ». Et là, on voit bien qu'on est dans une forme de rébellion. Or, il y a entre ces deux réactions possibles, comme le disait Marshall Rosenberg, on a une ligne ténue, un espace de respiration qui permet de se retrouver soi-même, où on est capable de vivre en temps réel l'enfant intérieur qui fait « Ah, il n'y a plus de papa », et où on s'est créé à l'intérieur un papa suffisamment vertical pour faire un câlin au petit, mais on va quand même le sentir qui fait... Et vous avez de la même façon des mythes maternels, par exemple le mythe de l'État-providence, du fait qu'il y aura toujours quelqu'un pour m'aider, que l'État ne me laissera jamais tomber, où en fait on est exactement dans la même idée, mais du côté maternel, avec exactement le même schéma. Voilà. Parce que si on démythifie ou qu'on démystifie, qu'on enlève justement ces mythes paternels, ces mythes maternels et qu'on regarde, l'effet c'est quoi? C'est que les mythes civilisationnels, quand je dis mythes civilisationnels, mythes familiaux, mythes idéologiques, mythes religieux, au sens large, les mythes civilisationnels, en fait, sont
pour la quasi-totalité, hein, pour pas dire tous, enfin je me laisse une porte de sortie intellectuelle, mais totalement sacrificielle. C'est-à-dire que c'est grâce ou à cause de ces mythes que ont été perpétrés, ont été commis les plus graves atrocités de l'histoire de l'humanité. Je vous renvoie à la célébrissime expérience de Milgram. Je ne vais pas vous la décrire là, vous avez des tonnes de vidéos sur YouTube, dont certaines très bien faites qui vous l'expliquent, mais c'est une des expériences de psychologie les plus connues qui vous explique comment la soumission à l'autorité, donc à l'autorité de papa avec la blouse blanche, etc., ou les costumes, entraîne les pires atrocités qui se sont commises au XXe siècle et même dans l'histoire de l'humanité. Hein? Pourquoi? Parce que les promesses n'engagent jamais que ceux qui les croient. Je te rappelle que vous m'avez tous juré obéissance et fidélité absolue. Oui, c'est vrai, mais vous aviez dit que vous nous aimiez comme vos enfants. Justement, un fils ne doit-il pas être prêt à tout pour sauver la vie de son père? Va! Oh, il abuse, vous abusez, chef, non, vous abusez, hein. Et les mythes ne parlent qu'à ceux qui sont en état de régression hypnotique. D'où l'urgence de sortir soi-même de cet état hypnotique, au moins un petit peu. Complètement, c'est une autre histoire. Chaque mythe, là je parlais du mythe de la France, hein, la France, Cocorico, la République française, République bananière française. Vous avez, dans chaque mythe, vous avez des espèces de héros, ce que je vais appeler moi des chamans culturels. Les chamans culturels, ce sont des gens qui sont mis en avant par le mythe, comme incarnant les valeurs du mythe, et qui vont comme ça propager les idées, les concepts, les valeurs, les mêmes du mythe. Quand j'étais gamin à l'école, je me demandais vraiment, mais pourquoi tel auteur est classique et pas tel autre? Pourquoi? Pourquoi? Oui, j'ai dit pourquoi. Moi aussi. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi quoi? Et pourquoi tu dis pourquoi? Pourquoi? Et j'avais raison de me demander pourquoi à l'époque. Parce qu'en fait, la vraie réponse, c'est qu'il n'y en a pas. C'est simplement que ça a été transmis d'un chaman à l'autre comme étant, comme on se transmet une superstition. Mais parce que c'est justement le fait d'avoir ces différents auteurs, les Balzac, les Rimbaud, les Camus, etc., qui font qu'on est dans la même socioculture et qu'on peut interagir avec les mêmes références. Sinon, ça rendrait beaucoup plus difficile les échanges. Mais en fait, il n'y a pas de vertu intrinsèque à l'auteur. Hein. C'est ce que Taleb disait quand il disait dans son livre dont on avait déjà parlé, il disait « le gagnant rafle tout ». Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es au bon endroit, au bon moment, que tu connais les bonnes personnes et que tu es bien mis sur l'avant, les gens vont dire « oh, ce qu'il fait est formidable », et très vite, au bout d'un moment, toute la tension émotionnelle, toute la reconnaissance va arriver sur ces personnes-là, ils vont cristalliser en fait énormément de reconnaissance sociale, et à partir de là, ils vont devenir petit à petit des classiques. Mais c'est pas forcément parce que leur pensée est extraordinaire, parce qu'il n'est pas rare de retrouver la même idée chez plusieurs penseurs au même endroit, au même moment, etc. C'est juste que eux ont réussi à gérer ça et à cristalliser comme ça énormément d'attention et en accord avec les chamans hypnotiques de l'époque. Alors les classiques en fait ne sont pas vraiment des classiques et sont des classiques uniquement par voie hypnotique, on a été conditionné par notre famille, on est entouré de mythes, etc. Mais alors Bhaskar, quelle est la solution à tout ça? Que faire? Quelle alternative proposes-tu? Punaise. On me demande toujours quelle alternative proposes-tu. Quand j'ai fait la vidéo sur les pervers narcissiques, on m'a dit oui, mais alors c'est pas un pervers narcissique, c'est un quoi? Quand j'ai fait la vidéo sur l'hypnose, etc., oui, mais quelle thérapie alternative tu proposes? Quand j'ai fait la vidéo sur le réchauffement climatique, on m'a dit c'est bien gentil, mais qu'est-ce que tu proposes? Ok. Tout ça, c'est des concepts. Là, le but d'Hypnomachie, ça n'est pas de proposer des alternatives pour décrire le réel. J'en ai, parfois je vous en propose sur la page Facebook, parfois je vous mets des liens, je vous propose des choses. Mais ce qu'il faut bien comprendre là, ce qui me semble important, c'est que si jamais je vous donne une alternative, parce que le cerveau déteste le vide, donc quand on lui retire ce qu'il avait, ça crée du vide, et là il est en angoisse. Okay, je n'ai pas envie de vous donner d'autres modèles de ce qu'on peut faire ou de comment on peut penser, parce que si je le fais, on va repartir, vous et moi, dans un rapport de transfert. C'est-à-dire que moi je vais dire non, ça n'est pas la vérité, la voilà. Ah oui, Bhaskar, donne-moi la vérité. C'est pas le but. Si jamais je vous donne justement aussi des modèles, des alternatives, il y a des gens qui vont aussi rentrer en réactance, genre oh n'importe quoi, etc. Moi j'ai lu des livres, etc. C'est pas ça ma démarche, c'est pas ça mon propos. C'est justement le moment où je vous retire le modèle auquel vous croyez et qu'il n'y a rien, que c'est à ce moment-là où il y a quelque chose d'intéressant à travailler, c'est à ce moment-là où il y a à sentir le vide. C'est ça le vide de soi dont je parle dans certaines vidéos. C'est à ce moment-là. Normalement, si on me retire un concept, je suis toujours là, j'existe toujours. Est-ce que j'ai besoin des concepts, des croyances, des appartenances, des mythologies, de me sentir relié, etc. pour exister? Non. Non.
Et c'est ça toute la démarche d'Hypnomachie, c'est d'aller chercher ce soi. C'est pour ça que sur le groupe Facebook et dans les vidéos, je passe mon temps à essayer de casser des mythes, à essayer de franchir des tabous, à parler au-delà des nexus. C'est pas pour mettre autre chose à la place. On fait ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Vous croyez bien ce que vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est le moment où on retire ça et l'auto-observation qui va avec. Je sais que c'est pas facile, parce qu'on a été tous conditionnés par nos premières connexions neuronales, les premiers trucs dans le cerveau. Je sais bien, moi aussi j'ai été conditionné à voir, j'en sais rien, des filles en rose et des garçons en bleu, des robes pour les filles et des pantalons pour les garçons. Je vis dans la même socioculture que vous, donc j'ai subi le même conditionnement, le même endoctrinement. Et on sait que c'est particulièrement ardu de sortir de ces premières connexions neuronales. C'est pour ça que quand on a grandi dans un milieu musulman, on est plus souvent musulman. Quand on a grandi dans un milieu socialiste, on est plus souvent socialiste. C'est normal, parce que passer au-delà de ces premières connexions neuronales demande un effort cognitif, ça demande du glucose, et le cerveau il aime bien fonctionner à l'économie. Donc fatalement, c'est pas évident. C'est d'ailleurs au passage pour ça que énormément de gens qui veulent un petit succès facile comme ça réutilisent les codes d'une socioculture. Parce que réutiliser les codes d'une socioculture, c'est s'assurer que le message qu'on va faire passer va rentrer plus facilement dans le cerveau, parce qu'il va utiliser des voies qui ont déjà été plus ou moins explorées. Hein. Je veux dire, vous avez plein je sais pas, moi je jouais à Mario quand j'étais gamin, et aujourd'hui vous avez tout le monde qui réutilise Mario, hein, que ce soit eux. Qu'est-ce que c'est que ce monde-là? C'est quoi le projet? Lui. Ou cela. Mais tiens, professeur. T'étais sûr, parce que je vais te déboîter avec ça. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on récupère Mario, donc dès qu'on a Mario, le cerveau il fait « Ah, je connais !» Et à partir de là, il est en confiance, et donc ça rentre. Ça demande un véritable effort que d'essayer de sortir de ça. C'est aussi pour ça que je vous mets des rushs de Ken le Survivant comme ça, parce que justement, ça rend le propos un peu plus sympathique, etc. J'essaie de vous le faire en toute transparence. N'empêche que quand on est réfléchi, Ken le Survivant, à l'époque, c'était quand même un truc d'une violence, mais hallucinante. D'ailleurs, merci Maurice Sarfati, paix à ton âme, d'avoir changé un petit peu les dialogues en essayant d'avoir 2 doigts d'éthique pour essayer de ne pas rendre les enfants complètement fous comme ça avec la cervelle qui giclait. Mais n'empêche que c'est super intéressant, parce que ça induit une réflexion sur qu'est-ce qu'on met dans la tête de nos enfants. Puisque, comme les premières représentations mentales, les premières connexions mentales d'un enfant, ça va l'affecter pour toute sa vie. Ensuite, toute sa vie derrière, il va se dire waouh, enfin, il va prendre ça comme référence plus ou moins inconsciemment, à moins d'un gros travail derrière. Donc ça veut dire que c'est extrêmement intéressant, extrêmement important de réfléchir à qu'est-ce qu'on met dans la tête de nos têtes blondes, de sorte à essayer dès le départ de ne pas les éduquer de façon sacrificielle. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas formé à la logique sacrificielle ni à l'hypnomachie? Qu'est-ce qu'on fait? En général, on arrive ou à des éducations qui vont sacrifier ce qui est vivant, avec, par exemple, je sais pas, le gamin il est là avec son doudou, machin, ça va être « Oh non, t'es plus un bébé quand même, t'as plus besoin d'un doudou. » C'est-à-dire que la partie de lui qui « Oui, non, moi j'aime bien le doudou comme ça. » Alors là, on la sacrifie sur le bûcher du fait que t'es un grand. Ou alors on va sacrifier l'espèce de spontanéité, t'es bien élevé, etc. C'est-à-dire que très souvent, en fait, chaque étape comme ça de l'éducation des enfants, on l'a fait en sacrifiant l'étape du dessous. Genre, allez, maintenant c'est terminé, tu passes à l'étape d'après. Je vous en supplie, faites pas de mal à nos enfants. Mais on ne veut pas leur faire de mal, on veut juste leur offrir du travail. Et du coup, ça vous fait des gamins comme ça qui arrivent à 30 ou 35 ans en pleine middle life crisis et qui sont complètement aliénés d'eux-mêmes, qui se retrouvent complètement dans des boulots de merde qu'ils n'ont pas choisis, etc. Et dans des vies où ils ont oublié leurs valeurs, ce qui leur donnait de la joie. Parce qu'ils ont tellement été conditionnés à se sacrifier eux-mêmes pour grandir, comme ça, qu'au bout d'un moment, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un problème. C'est devenu la norme, en fait. Et moi, je me mets à penser qu'est-ce que pourrait être justement notre monde si dès le départ, on élevait les enfants de manière non sacrificielle. Entendons-nous bien, je suis persuadé que la plupart des parents ne veulent aucun mal à leurs enfants. Au contraire, la plupart du temps, ils font ça de toute bonne foi, en toute inconscience. Et absolument toutes les études, je dis bien toutes les études, que ce soit en psychopédagogie, en sciences de l'éducation, etc., que j'ai pu voir ou que j'ai pu étudier, vont dans le sens du fait qu'une éducation ou des stratégies non sacrificielles sont préférables pour les enfants. Et je crois beaucoup que c'est l'avenir, mais que pour réaliser cet avenir et offrir à nos enfants une éducation non sacrificielle, ça nous demande nous-mêmes d'avoir fait suffisamment de travail pour pouvoir déjà avoir bien intégré ce que c'est que la logique sacrificielle.
Et ça, c'est pas évident parce qu'on peut pas faire mieux, parce que c'est notre être qui va éduquer. On n'est pas dans le faire, là, on est dans l'être. Ça nous demande d'avoir suffisamment bossé à un endroit sur les différents leviers hypnotiques dont on avait parlé, pour réussir justement à essayer de se poser et à s'adresser à nos enfants autant que possible depuis une position non sacrificielle. Voilà. L'autre jour, j'étais tombé sur cette citation que je vous soumets pour terminer cette vidéo. La civilisation permet l'inhibition de millions de gens. C'est le plus vaste système de contrôle des esprits jamais créé. Le tout, et ce que propose Hypnomachie, c'est justement de réussir à vivre dans cette civilisation sans jamais s'inhiber. Jamais. Rester au milieu, entre justement cette rébellion et cette soumission. Et ben voilà, là c'est fini, donc tu sais, c'est le moment où le gars il te dit si t'aimes bien tu partages, si tu veux liker tu likes, si tu veux nous rejoindre tu vas sur la page Facebook Hypnomachie où je fais souvent des petits billets sur l'actualité, si tu as trop d'argent ou si en tout cas tu considères que mon travail mérite un peu d'argent, tu as Tipeee aussi si tu veux. Bon voilà, en gros c'est comme ça que se finissent à peu près toutes les vidéos. Salut Internet! Peut-être 1. 2 sûrement. 3 bouteilles en bois. Bah quoi, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu comptes comme ça? Tu le sauras bien assez tôt. 8 peut-être. 9 sûrement. Et 10 avec vous.